Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce webinaire où on va parler achat ensemble. Je suis super content, on va passer une heure ensemble, hein, c'est le petit challenge de ce moment-là. Alors, quelques mots déjà peut-être pour me présenter, même si, hello Amandine, même si à chaque fois je me dis on finit par se connaître un peu, en tous les cas j'en connais de plus en plus. Mais peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Fabrice Menlo, je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Crop & Co, qui est basée à Lyon, qui est spécialisée sur le métier des achats depuis 20 ans cette année d'ailleurs. On va faire une belle fête tous ensemble pour fêter ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait chez Crop & Co? On fait trois choses. Premièrement, on accompagne des organisations qui veulent se transformer, hein, et voilà, donc soit on fait pas beaucoup d'achats et on veut en faire, soit on en fait et on veut changer. Voilà, donc ça c'est le métier, on va dire, de conseil, d'accompagnement. On a un deuxième métier qui est le métier de la formation, hein, où pour quelques-uns de nos clients, on les accompagne en termes de formation et on est référencé Calliope, hein, et en tant qu'acheteur, et peut-être parmi ceux qui nous écoutent, acheteurs de prestations intellectuelles, Calliope, c'est, on va dire, une certification qui permet à vos organismes collecteurs de pouvoir se faire financer des formations. Donc ça, c'est la deuxième activité. Et puis la troisième activité qui, en vérité, en termes d'importance, est devenue la première ces 2 dernières années, c'est notre activité logicielle, puisqu'on a créé une plateforme qui s'appelle Ocaveo, qui est un logiciel qui sert à aider les acheteurs à mieux faire leur métier et à coopérer, collaborer, etc. Et donc, du coup, c'est devenu maintenant une activité très importante de l'entreprise sur laquelle on consacre beaucoup d'énergie. Voilà, donc en clair, que ce soit du conseil, de la formation ou du logiciel, nous, ce qui nous intéresse, c'est aider les équipes achats à se développer. Quelquefois, on a besoin de se faire un peu accompagner. Des fois, on travaille les compétences. Et puis des fois, et quasiment maintenant tout le temps, on a besoin d'outils, puisque du coup, on le répète aisément, Excel, c'est quand même bien, mais c'est pas un outil de système achat. Voilà, donc pour ça, on a des sites internet sur lesquels on essaie de communiquer. Le site de Crop & Co, qui est plutôt le site où vous allez trouver de l'info sur nos événements. Hein, on met pas énormément de matière, parce que le conseil, souvent, il y a une petite dimension aussi confidentielle sur ce qu'on fait avec nos clients. Donc, nous, on communique juste un peu sur le nom des clients, mais ce qu'on y fait, on le dit pas trop. Par contre, vous avez tous nos événements. Donc, si un jour vous recherchez la date d'un événement, vous allez sur le site Crop & Co, sur la rubrique événements, et là, vous avez les webinaires, les matinales, etc. Deuxième site, c'est Ocaveo. Hein, ça, c'est le site, on va dire, qui est plutôt dédié au digital. Alors, lui, il est en train d'être refondu. Il y en aura bientôt un nouveau, et vous allez trouver beaucoup d'infos sur notre actualité, mais aussi, du coup, sur des retours d'expérience clients sur le digital. Quels sont ceux qui sont passés à l'acte, comment ils l'ont fait, qu'est-ce qui s'est passé et quel enseignement on peut en avoir. Et puis du coup, j'ai créé un troisième site, un blog un peu plus personnel, où je parle un petit peu quand même de mes entreprises, mais en vérité, je parle plus du métier achat, qui s'appelle Apprendre les achats. Voilà, et sur ce blog, là du coup, je publie plus des billets d'humeur sur le métier, des échanges avec des experts. Ce webinaire, par exemple, vous voyez, il va être un peu généraliste. Donc du coup, il sera sur apprendre les achats. Voilà. Et pour chacun de ces sites, et notamment apprendre les achats parce que c'est le plus riche, on a créé des chaînes YouTube. Hein, du coup, vous avez aussi la possibilité de trouver beaucoup de vidéos. Voilà un petit peu pour la petite introduction. Ensuite, deuxièmement, le webinaire, comment ça va se passer? Cette fois-ci, alors la dernière fois, j'avais dit, je fais un webinaire, on va parler achat, je sais pas de quoi on va parler, et comme vous êtes là en live, c'est vous qui allez me poser les questions, et puis je vais essayer d'y répondre. Ça avait bien marché, hein, parce que généralement des questions, vous en avez, moi des fois j'ai des réponses, mais surtout ça avait bien marché parce que vous aviez accepté, notamment Amandine qui était déjà là avait accepté de venir, je l'avais fait monter sur scène, comme on dit, et puis elle avait expliqué notamment ce qu'elle avait mis en place pour développer sa politique achat responsable. Donc c'était super intéressant et il y avait ce côté interactif. On va le garder. Hein, si à un moment donné du webinaire, on sent qu'il y a un sujet sur lequel vous avez vraiment des choses à partager, je vous donne la parole.
et vous venez avec moi sur scène. Par contre, je me suis dit, donc la dernière fois on avait fait du live, comme on va le faire un peu aujourd'hui. Cette fois-ci, j'ai donc je crois que c'est il y a 3-4 jours, j'ai envoyé un petit mail aux personnes qui étaient inscrites et j'ai reçu 6 ou 7 réponses. Donc merci, merci à ceux qui m'ont répondu en me disant, je leur ai posé la question, de quoi voulez-vous qu'on parle? Parce que sur les achats, on est parti, on peut en faire des heures de webinaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, vous qui m'écoutez, il y a peut-être des sujets, vous savez que j'aime bien, moi, reprendre des expériences, partager des pratiques, pour que ça vous inspire et que vous puissiez vous développer. Donc, c'est super. Et donc, du coup, voilà, avant que j'oublie, Christine, Amandine et Thierry, merci. Vous m'avez posé des questions. On va les mettre sur la table et on va voir un petit peu ce qu'on peut en faire tous ensemble. D'accord? Donc, ça, c'est chouette et ça m'aide aussi un petit peu à préparer cette heure. Donc, ça va durer 1 heure max, du coup c'est mon engagement, donc jusqu'à midi, et puis si on a fini un petit peu avant, un petit peu avant, voilà, et si on doit prendre quelques minutes pour conclure, on les prendra, mais on va essayer de se fixer 1 heure. C'est des webinaires que j'essaie d'organiser toutes les 2-3 semaines, quand il y a un petit peu d'actualité ou des choses à partager, et quand il n'y a pas de vacances aussi, j'essaie de ne pas trop taper dans les vacances scolaires. Voilà, on s'est tout dit. Alors, et si on parlait achat ensemble, ça veut dire que là, pour le coup, c'est ouvert. Donc, ce que je vous propose, je vais ouvrir avec les premières questions qui m'ont été posées, et puis je vous encourage soit à réagir à ce que je vais dire. N'hésitez pas, une fois encore, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous avez d'autres expériences, tout ça, ça me va super bien. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que je puisse, moi, ne pas être dans un monologue pendant 1 heure. Ça me fait pas peur de faire des monologues, mais je pense aussi à l'intérêt que ça pourrait représenter pour vous. Et bonjour Raouya qui vient de nous rejoindre. Allez, je vais prendre une première question que m'a posée Christine. Christine, elle travaille chez un bailleur social, les sociétés qui mettent à disposition les HLM, des appartements dans des conditions aussi un peu encadrées. Donc ça s'appelle un bailleur social. Et elle travaille en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et c'est pas à Lyon. Mais j'en dis pas plus. Donc, Christine, elle me dit, alors, je lis sa question. Comment avoir une organisation achat performante lorsqu'on travaille en marché public? Et elle précise. Donc, du coup, déjà, en voyant, on pourrait presque s'arrêter sur cette question. Comment avoir une organisation achat performante lorsqu'on travaille en marché public? Si on voulait être un peu tordu dans la manière de raisonner, on pourrait dire, mais du coup, pourquoi elle précise en marché public, qu'on soit en public et en privé, on pourrait avoir une organisation achat performante? Est-ce que ça sous-entend que dans le public, on est moins performant que dans le privé? On va voir un peu comment on peut répondre. Et puis, elle précise, et merci à elle, ou plus précisément, comment bien interfacer les marchés, les achats et les services prescripteurs. Et donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que elle a déjà intégré le fait que pour aller chercher de la performance, dont on pourrait essayer de se dire, c'est quoi la performance? Alors, quand on est aux achats, vous y couperez pas, on va vous attendre sur la dimension économique. Mais aujourd'hui, la performance dans les achats, ça peut être pour une organisation, notamment publique, d'avoir la capacité à être suffisamment bien organisée pour que tous les projets qui ont été identifiés, ils se réalisent. Vous savez que dans la comptabilité et l'organisation publique, on demande des budgets, ils sont votés, et puis ensuite on doit les dépenser. Et s'ils n'ont pas été dépensés, potentiellement, ils peuvent être perdus, et du coup, l'enjeu des directions métiers, quand elles ont le budget pour faire leur projet, c'est que le projet se fasse. Donc du coup, ça a aussi de la performance. Et pourquoi je dis ça? Dans certaines organisations, quelquefois, parce que justement, on n'est pas très performant, il y a des projets qui peuvent pas se faire, parce que du coup, on met du temps à lancer les marchés, on met du temps à les contractualiser, etc. Donc du coup, j'aime bien dans la question de Christine, elle parle de ce triptyque entre l'acheteur, le service marché, le service juridique, et puis du coup les prescripteurs. Et c'est une bonne manière de commencer à regarder le sujet, puisque ces 3 acteurs, ils sont ce qu'on appelle nous. Alors du coup, merci Valentin pour la question. On va y revenir. On va rester sur la question de Christine pour l'instant. Donc Christine, elle nous parle des marchés, des achats et des prescripteurs.
Ça, c'est le triptyque. Alors, pour essayer de mettre des points de repère, hein, moi, mon enjeu aussi de ces séquences ensemble, c'est de vous donner des points de repère. C'est pas un cours, hein, c'est pas une formation. C'est plus d'essayer de, voilà, dans un métier qui est très vivant, qui est très opérationnel. Et généralement, si vous êtes là et si moi je suis là avec vous, c'est que on aime ce métier d'acheteur, mais on a besoin en permanence de se structurer un peu. Donc, ce que nous évoque Christine, c'est le centre d'achat. Le centre d'achat, pour le définir, c'est toutes les personnes ou toutes les fonctions, mais ça se traduit souvent par des personnes, qui sont concernées par l'achat dont on va parler. Donc, généralement, alors, dans les univers où on a moins de présence de ce service marché au service juridique, on parle souvent du binôme, vous savez, hein, et notamment si vous êtes dans un univers privé, on parle souvent du binôme. L'acheteur, il parle de son binôme, c'est-à-dire le prescripteur et l'acheteur. Dans le public, déjà, on est plus sur un trinôme parce qu'on sait que le marché, il va être important. Et d'ailleurs, quand il n'y a pas l'acheteur, on est sur des marchés qui sont réalisés. Moi, je connais plein d'organisations où on passe des marchés, donc on va dire juridiquement, c'est propre. Mais des fois, c'est pas performant. Hein. Marché, ça veut pas dire performance. Et puis, l'achat tout seul, lui, il a besoin quand même d'un marché. Parce que la démarche contractuelle, la procédure qu'on va utiliser, tout ça, il y a un savoir-faire juridique. D'où l'intérêt d'avoir des acheteurs et des juristes. Alors, je sais qu'il y a un débat permanent qui est alimenté sur l'acheteur juriste et sur le juriste acheteur. Bon, je pense quand même que c'est certes des métiers connexes, c'est bien de connaître les deux, c'est bien d'avoir de la culture, mais les acheteurs, c'est pas des juristes, et les juristes, c'est pas des acheteurs. Donc, du coup, on a besoin des deux. Donc, du coup, Christine, elle nous cite les trois. Donc, oui, bonne pioche, je suis d'accord. Il y a ce qu'on appelle un centre d'achat. Si on voulait être un peu plus complet, dans le centre d'achat, qui est-ce qu'on va trouver? Alors, classiquement, on pense aux trois que nous a cité Christine. L'acheteur, le prescripteur, hein, c'est celui, on va dire, qui va déclencher la demande de besoin au service achat, et puis le juriste, dont on va avoir besoin. Mais on peut rajouter du monde, hein, et quelquefois, sur certains domaines ou familles d'achat, ça peut être très intéressant de rajouter du monde parce qu'ils sont importants. Ici, on a parlé du prescripteur, d'accord, mais peut-être que c'est pas l'utilisateur. D'accord? Donc, vous pouvez avoir dans un centre d'achat sur une catégorie de dépenses un prescripteur qui n'est pas l'utilisateur. Hein, prenez l'exemple du travail temporaire. Le prescripteur, c'est peut-être votre DRH, mais l'utilisateur, c'est le service qui va faire appel aux travailleurs intérimaires. Et c'est pas les mêmes. Et peut-être que si vous discutez qu'avec le prescripteur, quand vous allez définir votre stratégie d'achat, par exemple, vous allez louper un bout de l'histoire. Parce que peut-être que les questions que va poser le prescripteur ou le besoin tel qu'il va le décrire, peut-être que l'utilisateur, lui, va être amené à donner d'autres informations sur le besoin. Donc, le prescripteur, c'en est un, mais l'utilisateur, c'en est un. On pourra en rajouter un troisième, ou on va dire un cinquième, si on intègre les deux premiers, c'est le décideur. C'est-à-dire que on peut être avec un prescripteur, un utilisateur, mais c'est peut-être même pas eux qui prennent la décision finale. Donc, vous voyez que sur certains dossiers, là, on va partir par exemple sur la flotte de véhicules. Hein, la flotte de véhicules, on va dire que le prescripteur, ça peut être le DRH ou peut-être dans les organisations où il y a beaucoup de véhicules dans les services commerciaux, le directeur commercial, très bien. L'utilisateur, c'est celui qui conduit le véhicule et c'est important de l'entendre parce que lui, il va nous parler de la manière dont le véhicule est entretenu, des besoins qu'il peut avoir. Mais peut-être que le décideur, c'est le DG parce que flotte de véhicules, c'est une famille d'achat importante qui coûte cher, sur lequel on dépense beaucoup d'argent, qui a souvent ces logiques d'image. Hein, dans certaines organisations, on privilégie des véhicules, des catégories, des marques, je sais pas quoi. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec un prescripteur, un utilisateur, d'accord, et un décideur qui est pas le même. Et ces trois-là, c'est intéressant de les écouter. Hein. Et puis souvent, on pourrait rajouter dans ce centre d'achat pour être très complet. Quelquefois, sur certaines catégories de dépenses, on va rajouter ce qu'on appelle des conseillers. Alors, je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé dans des industries, notamment pharmaceutiques. Des fois, vous avez des responsables qualité ou des responsables sécurité qui viennent aussi, sur certaines familles de dépenses, donner leur avis par rapport à des normes, par rapport à des références, par rapport à de la sécurité. Donc, eux, c'est important de les écouter. Et puis des fois, vous avez aussi des conseillers externes. Tout le sujet des AMO que vous utilisez, etc. Donc, vous voyez que sur au départ, un sujet qui peut paraître assez simple, en disant, travailler sur un dossier, un projet, une stratégie, c'est fastoche, je vais discuter avec lui et lui. Sur certains sujets, ça peut valoir le coup de vous poser un petit peu et de vous dire qui sont les acteurs concernés. Alors, une fois encore, c'est pas toutes les familles d'achat, c'est pas tous les jours,
Mais quelquefois, on en revient à la question initiale de Christine, c'était comment on met en place une organisation achat performante. Eh ben, le début de l'histoire, c'est de mettre autour de la table ceux qui sont concernés. Parce que vous pouvez vous retrouver, vous, avec un dossier que vous avez bien conduit, des fois rapidement, mais qui donne pas satisfaction sur le terrain. Dans l'univers public, le bon indicateur, c'est l'avenant, et tout de suite, ça commence à déclencher des avenants, parce que du coup, entre le besoin initial, ce qu'on nous a proposé, ce qu'on a acheté, quelquefois ce qui est livré, on a des différences. Donc du coup, premièrement, pensez à cette notion de centre d'achat et revisitez un peu vos grandes familles de dépenses et posez-vous la question, est-ce que vraiment les personnes concernées, je suis bien en connexion avec elles. Alors, vous n'avez pas besoin de rencontrer les décideurs tous les matins. Vous n'avez pas besoin de faire des réunions avec les prescripteurs ou les utilisateurs tous les matins. Je dis juste que d'avoir conscience qu'ils existent et qu'à un moment donné, ils vont être intéressants dans votre stratégie de dépense, c'est un point qui est important. Alors, du coup, qu'est-ce qui fait que l'organisation achat, elle est performante ou elle n'est pas performante? Le contrôle de gestion, oui, merci Aude. On fait un peu du live, mais vous avez raison, le contrôle de gestion ou la finance, c'est une fonction qui est concernée. Elle est d'autant plus intéressante, cette fonction contrôle de gestion, c'est que elle détient normalement les chiffres. Et j'ai toujours dit qu'il y avait deux fonctions qui étaient alliées des achats dans une organisation. D'ailleurs, c'est des fonctions support, comme les achats. C'est la finance, le contrôle de gestion, et la RH. On a entre la RH, les achats et la finance, on est sur des fonctions support et on est sur des fonctions qui ont tout intérêt à avoir un très beau niveau d'interaction. Et d'ailleurs, quand ça marche pas très bien entre nous, c'est un peu le début des problèmes pour les acheteurs. Quand ils n'ont pas accès à la donnée financière, compliqué. Donc du coup, oui, contrôle de gestion, on l'oublie pas et il est autour de la table. Alors, on revient à la performance. Qu'est-ce qui fait que ça performe et qu'est-ce qui fait que ça performe pas? Bon, nous, ça fait quelques années, 20 ans chez Crop & Co. Vous en rajoutez un petit peu pour moi avant de démarrer Crop & Co. Et je me suis toujours interrogé pourquoi ça marche à certains endroits et qu'est-ce qui fait qu'à d'autres ça marche pas, alors que j'ai le sentiment que l'acheteur que je vois, il a bien compris, il est bien formé, et pour autant, quand je regarde la performance, c'est pas terrible. Et l'inverse. Voilà, c'est pas qu'une histoire de taille, c'est pas qu'une histoire de secteur d'activité. Après, il y a des secteurs qui sont plus exigeants. Quand vous êtes dans des univers très industriels où la part achat elle est extrêmement importante, du coup, vous êtes poussé à la performance parce que quelque part, si vous n'êtes pas performant, vous êtes expulsé du marché. Si la grande distribution, elle sait pas acheter de manière performante, vous, en tant que client, vous n'allez plus dans le supermarché. Donc, du coup, alors après, on peut parler des pratiques achats de la grande distribution, mais de fait, elle est amenée à une performance, en tous les cas au moins économique. Donc du coup, je me suis longtemps posé ces questions, qu'est-ce qui fait qu'on est performant? Et du coup, j'en ai déduit un modèle qu'on utilise aujourd'hui chez Crop & Co, qui est un modèle de maturité qu'on a décrit en 7 grands thèmes sur lesquels on mesure une organisation achat performante. Et donc là aussi, je reviens à la question de Christine, qu'on soit dans le public ou dans le privé, c'est la même chose. C'est la même chose, si ce n'est que dans le public, vous avez un code de la commande publique qui organise vos processus, qui ont une finalité de les rendre égalitaires, transparents. Voilà pourquoi, tout simplement parce que vous jouez avec de l'argent public et donc vous avez un devoir d'expliquer comment les décisions sont prises et comment elles sont opérées. C'est moins vrai dans l'univers privé. Pour autant, dans toutes les entreprises privées, il n'y a peut-être pas de code de la commande publique, mais il y a des règles, il y a des procédures, il y a des chartes d'éthique, il y a des processus, il y a quand même des choses qui encadrent le métier. Alors plus ou moins, c'est plus ou moins formalisé, c'est plus ou moins respecté, et puis il n'y a pas d'instance externe qui vous rattrape par le col si vous faites des bêtises. Si vous en faites des grosses, vous allez quand même vous faire rattraper. Mais en vérité, public et privé, il y a des règles qui régissent votre processus achat. Donc du coup, nous on s'est intéressé, quels sont les thèmes sur lesquels on va pouvoir se dire cette organisation elle est performante. Et donc du coup, comment développer une organisation achat performante? Je vous donne un peu quelques points de repère. Premier point de repère que je vais vous donner, c'est que généralement, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? C'est que on n'a pas toujours la bonne conscience de ce que c'est l'achat. Et je le répète, et je le vis tellement de fois. Vos dirigeants, une fois sur deux, ils connaissent pas bien ce que c'est que les achats, ce que sont que les achats.
Hein, là, bon, je peux pas vous donner de noms, bien sûr, mais j'ai plein d'exemples. Je travaille avec un bailleur social et comité de direction, on a redémarré à zéro. C'est quoi le métier achat? Qu'est-ce que vous en attendez? On confond les achats et les appros, on confond, bon. Donc, il y a un gros boulot d'explication. Deuxièmement, des fois, pour mettre en place une organisation, on manque un peu de savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a beau être acheteur, on a beau être dans le métier, on voit bien un petit peu là où il faut aller, mais quelquefois, on est un petit peu plongé. Vous savez, cette fameuse tête dans le guidon. Et là, du coup, ça mérite qu'on vienne un petit peu vous aider. Alors, ça peut être en interne, hein, bien évidemment. Souvent, l'intérêt d'un consultant externe, c'est que, normalement, s'il est bien choisi, il a de la méthode, il a de l'expérience, il a les mots qui vont bien, et puis il a une certaine liberté, parce qu'un consultant, il va repartir à un moment donné. Hein. Là où vous, c'est compliqué. Hein, vous détectez des choses qu'il faut améliorer. Alors, des fois, vous avez une organisation qui vous permet de vous exprimer et de les mettre en place. Et dans d'autres organisations, c'est un peu plus compliqué, parce que du coup, il faut que je dise à mon chef que blablabla, etc. Alors que moi, le consultant, je peux le dire plus facilement. Donc, du coup, il manque souvent un petit peu de ce savoir-faire, etc. Puis enfin, le dernier point, je le rajoute, et n'y voyez pas de malice commerciale, mais c'est une vraie réalité, parce que je l'ai vécu, moi, en tant qu'acheteur. Je l'ai vécu avec mes clients, et je le vis aujourd'hui avec mes clients, notamment qui ont mis en place la solution KVO qu'on développe, c'est que quand vous n'avez pas d'outils, moi, je connais pas beaucoup d'organisations achats très performantes qui n'a pas un dispositif, un outil pour fonctionner. Voilà, hein, quel que soit le dispositif, hein, je suis pas en train de les hiérarchiser, même si j'ai mon petit avis sur la question, mais franchement, aujourd'hui, ça marche pas. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'outils et que malgré tout vous faites plein de choses, vous êtes des artisans. Voilà, vous pouvez être des super artisans, hein, et il y en a des très bons et on les aime bien, les bons artisans. Mais à un moment donné, vous allez galérer pour disposer d'une info, la partager et travailler vite et travailler mieux. Donc là, du coup, aujourd'hui, voilà, il faut que vous puissiez avoir une stratégie de communication forte sur le métier. 2, des pratiques, des savoir-faire et un outil. Je pense que ça, c'est important, un dispositif. Alors, nous, on a développé en effet cette méthode pour vous aider. Et pour tout vous dire, je réfléchis, au-delà de communiquer sur la méthode, peut-être même à en faire une petite formation pour permettre à certains de s'auto-évaluer, hein, parce qu'une fois qu'on a compris la méthode, c'est de se dire, OK, mais du coup, j'en suis où? Hein, alors, soit il y a le consultant qui vient faire ça, mais des fois, il n'y a pas de consultant. Donc, du coup, l'auto-évaluation, elle peut être intéressante. Donc, moi, je vous donne les 7 thèmes, les 7 thèmes sur lesquels vous pouvez évaluer votre maturité achat. Hein, parce que du coup, si vous voulez vous améliorer, du coup, il faut évaluer. Donc, je vais répondre à ça et après, je prends les premières questions. Le premier thème qu'il faut évaluer, du coup, ça fait le lien avec la question d'Amandine. Où est-ce qu'on en est de la conscience achat de la direction générale? Voilà. Vous pouvez pas mettre, Christine, une organisation achat performante si votre DG, ils n'ont pas compris ce que c'est que les achats. Donc, il faut faire ce job. Il faut leur aider à comprendre ce que c'est. Il faut qu'ils s'impliquent avec vous. Il faut qu'ils passent des messages. Il faut qu'ils rencontrent des fournisseurs. Bref, il y a plein d'actions. Il faut mobiliser la DG. Premier thème. Deuxième thème, les ressources humaines et les pratiques achats. Voilà. Il faut que les personnes qui sont en charge des achats, elles soient formées, elles soient compétentes, elles aient la bonne posture. Vous savez comme moi, et notamment ceux que je connais là, ils sont dans cet état d'esprit qu'un acheteur, il est curieux, il aime convaincre, il aime aller dans le détail, il aime comprendre, etc. Et il est assez organisé. Et donc du coup, si vous n'avez pas tous ces éléments de posture, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, du coup, deuxième levier, les ressources humaines et les pratiques. Troisième levier, la bonne connaissance et la bonne gestion de vos fournisseurs. Hein. N'oubliez jamais, quoi que vous êtes, qui que vous soyez, que la performance de votre organisation, quelle qu'elle soit, elle est en grande partie produite par vos fournisseurs. Hein. Si vous êtes un hôpital, oui, vous avez un certain nombre de personnes, mais à un moment donné, il y a des fournisseurs qui produisent du matériel, des services, de la technologie, et si eux ils sont pas au rendez-vous, à la fin du bout, la performance que vous devez réaliser avec l'équipe soignante, elle sera pas au rendez-vous. Donc du coup, vos fournisseurs, la gestion de vos relations fournisseurs, elle est extrêmement importante. Et en plus, elle s'est complexifiée parce que le marché fournisseur il s'est tendu, parce que on a plein de crises à gérer, parce qu'on a des fournisseurs qui travaillent mieux avec certains clients qu'avec d'autres. Donc du coup, cette gestion de la relation fournisseur, elle est très importante.
Troisième pilier. Donc, si vous estimez que vous êtes sur un bon niveau de la gestion, c'est-à-dire, c'est quoi le bon niveau? C'est, je connais mes fournisseurs, ils sont classés par dimension stratégique, voilà, j'ai une gestion des risques, je fais une évaluation régulière de mes fournisseurs, etc., etc. Très bon niveau de maturité. Si au début de l'histoire, on les connaît pas trop, on a une base fournisseur qui est pas propre, on les rencontre pas souvent, on les évalue pas, bah, du coup, on est au début de l'histoire et là, il faudra mettre en place un plan d'action pour améliorer tout ça. Donc, troisième niveau, les fournisseurs. Quatrième niveau, système, dispositif, outils et donc, du coup, pilotage et tableau de bord. Voilà. Il faut que vous puissiez répondre rapidement. Quel est le montant de mes dépenses? Quels sont les 5 dossiers sur lesquels on va faire le plus d'économies dans les 3 prochains mois? Quels sont les 4 contrats qui arrivent à échéance avant la fin du mois d'avril, etc., etc., etc. La capacité, ce qu'exprimait Sébastien Topiac, hein, qui est un des acteurs très influents du métier achat dans l'univers public. Sébastien nous disait lors d'un webinaire que j'ai fait avec lui que ce qui fait la performance d'un acheteur aujourd'hui, c'est la capacité à détenir la data. Voilà, si l'acheteur a la data, il a le pouvoir. Et je suis assez d'accord avec lui. Donc vous devez avoir un système qui vous permet de récupérer vite les infos dont vous avez besoin. C'est mon quatrième pilier. Le cinquième pilier, c'est la relation que vous allez construire avec vos clients internes. Comment vous communiquez avec eux? Comment vous accédez à de l'information? Comment vous assurez que quand ils ont des besoins, c'est vers vous qui viennent en premier? Ça aussi, c'est pas parce que vous allez écrire une procédure qu'ils vont le faire, croyez-moi. C'est parce que vous allez être performant. C'est parce que vous allez avoir un dispositif. Donc du coup, la relation client interne, elle est au moins aussi importante que la relation avec les fournisseurs. Pardon. Et puis, les deux derniers thèmes, c'est la communication, hein, on est dans un métier de communication, vous arrêtez pas de me dire il faut vendre les achats, on est des communicants, etc. Ok, ben prouvez-le que vous menez des actions de communication en interne, en externe, comment vous vous faites voir pour que moi, en tant que fournisseur, j'ai envie de vous appeler, j'ai envie d'être fournisseur avec vous. Et puis le dernier pilier, c'est peut-être le premier, c'est les achats responsables. Comment vous avez mis en place votre politique achat responsable, comment dans chacune de vos stratégies d'achat, vous allez pouvoir et ben du coup identifier des actions qui vous concourent à avoir un vrai dispositif. Donc j'allais dire, pour terminer, j'étais un petit peu long, mais c'est un élément un peu socle de ce qu'on est en train de se partager, c'est que ce qui va caractériser votre organisation et la performance de votre organisation, c'est votre capacité à faire bouger chacun de ces 7 domaines que je vous ai indiqués. Hein. Donc du coup, on n'est jamais excellent sur un domaine et nul sur l'autre. Non, les choses sont plus nuancées. Par contre, vous, votre boulot, en tant qu'acheteur, en tant que responsable, ben, c'est de travailler tous les sujets pour se développer comme un sportif. Du coup, ben, je fais du basket, j'ai une bonne main droite, je dois travailler ma main gauche parce que c'est intéressant de pouvoir jouer des deux mains. Et ben c'est pareil, je suis un bon acheteur, mais du coup, je suis pas très bon sur mes leviers d'achat. Et ben je me forme, j'apprends, c'est quoi le TCO, c'est quoi le design to cost, c'est quoi l'analyse de la valeur. Et du coup, c'est des leviers que je mets à disposition de mes dossiers. Voilà, donc du coup, public-privé, même combat, on peut mettre en place une organisation achat, voilà, on n'a pas besoin d'être 10, hein, ou 30 ou 50 ou 200, à deux, on peut développer une organisation, et des fois, ça démarre même tout seul, on pose les premières briques, et puis ensuite, en effet, l'importance du centre d'achat. Première question, on va considérer que à ce stade-là, j'ai répondu, donc du coup, on met l'état des lieux en place, on partage le constat, on crée une feuille de route, et après, ben, vous êtes parti. Si vous voulez avoir plus d'infos, je crois que sur la chaîne Apprendre les achats sur YouTube, il y a une vidéo que j'ai détaillée sur les différents thèmes qu'on va retrouver dans ces différents piliers. D'ailleurs, je crois que c'est une des vidéos qui est sur le podium des vidéos les plus vues sur la chaîne. Alors, on va prendre un peu des questions. On va démarrer avec Amandine. Pour être galant, Valentin. Et puis en plus, il y a 2 likes sur la question d'Amandine. Quels arguments avancerez-vous au CODIR pour convaincre dans la mise en place d'adoption de l'outil? Ah, là, vous êtes directement sur l'outil. Il y a plusieurs manières de réfléchir à ça. Vous savez, des fois, ça me fait penser aux discussions que moi j'avais il y a très longtemps, hein, et pour les jeunes que vous êtes, ça va vous faire sourire. Mais quand est arrivé le moment des premiers téléphones mobiles, on les appelait pas des smartphones à l'époque, on parlait juste de la fonction de téléphoner. Eh bien, on avait encore à des endroits où il fallait convaincre. Voilà. Et moi, je me souviens un jour de
mon directeur qui avait dit, écoutez, c'est un outil. Et si on veut que les acheteurs y travaillent bien, voilà, on sait que les bons ouvriers, ils ont des bons outils, il leur faut des outils. Je crois que ce qui est en train de se passer avec les systèmes d'information, ça va devenir une évidence. Et ça l'est pas encore. J'entends la question d'Amandine, ça l'est pas encore. Mais à un moment donné, est-ce que vous envisageriez que dans votre organisation, il n'y ait pas un système d'information financier? Est-ce qu'il n'y a pas un système d'information pour faire les payes? Est-ce que pour les gens qui font de la production, il n'y a pas un logiciel de gestion de production? Tout ça, on n'a plus besoin de justifier de l'intérêt. Alors, c'est pas vrai aux achats, je vous l'accorde, mais à un moment donné, il faut, donc du coup, une des premières manières qu'il faut avancer, c'est de dire, mais est-ce qu'on s'est posé autant de questions quand il a fallu? Parce que quand derrière un codir vous dit, justifiez-moi l'outil, moi j'allais dire, il faut remonter à la question du dessus. En fait, quand ils sont en train de vous dire, justifiez-moi l'importance des achats. Parce que si jamais on n'a pas répondu à cette question, alors après, on n'a pas envie de recruter, on n'a pas envie de donner beaucoup de moyens aux achats, et du coup, on n'a pas envie de leur donner un outil. Donc du coup, tout votre enjeu, c'est quand même de poser les achats à un endroit qui est suffisamment important pour qu'on les dote d'outils pour travailler. Voilà. Donc ça, c'est une première manière de faire. Deuxième manière, c'est un peu une démonstration par l'absurde, c'est d'aller montrer tout ce que vous faites mal aujourd'hui, voire tout ce que vous faites pas, parce que vous n'avez pas d'outils. Donc plutôt que de batailler à expliquer ou aller même d'être sur le terrain, vous savez, à une époque, on justifiait des outils avec la notion de ROI. C'était le retour sur investissement. Combien ça coûte? Combien ça me rapporte? Bon, on pourra en parler parce que nous, on a eu à répondre à ces questions. Aujourd'hui, on en est plutôt de se dire, voilà, les achats, on met en place, comment on met en place un spazer, là, qu'on m'explique dans une collectivité, si vous n'avez pas un outil de pilotage du spazer? Enfin, c'est inconcevable. Alors si, je sais ce qui se passe. Vous avez des personnes qui passent des heures et des heures chaque semaine, chaque mois, à consolider des données, à faire des tableaux de bord sur Excel, à exporter des PDF, et puis dès que c'est diffusé, c'est déjà plus à jour, etc. Bref, donc voilà, donc on bricole, on bricole. Et à un moment donné, le bricolage, voilà, c'est pas cher, mais souvent on en a un peu pour son argent. Donc installer les achats au bon niveau d'importance que ça représente dans l'organisation, communiquer sur le fait que dans les autres fonctions, il y a des outils pour faire le métier partout, et vous allez être surpris même si vous regardez, fouillez un peu. Moi j'ai trouvé dans certaines directions des services, surtout maintenant avec l'avènement des applications SaaS, il y a des outils de partout. Chacun a son outil pour développer son truc, le machin, les juristes. Bon voilà. Donc du coup, qu'on se mette au niveau aux achats, qu'on soit pas les derniers de la boîte à bosser avec Excel et Access. Voilà. Puis après, on peut aller sur le métier. On peut dire, voilà, typiquement, on met en place des stratégies d'achat parce qu'on va gagner du temps. On va en parler après des stratégies. C'était une question de Thierry. Mais ces stratégies, on les met où? On les met juste dans la tête d'Amandine, ou on les met dans un fichier Word que Amandine va aller mettre sur un SharePoint que personne va regarder, ou alors cette stratégie, elle est accessible à tout le monde, elle est opérée, on sait pourquoi on la met en place, on sait les bénéfices qu'on en attend, vous voyez, on la pilote comme une stratégie commerciale. Donc du coup, voilà, moi j'irais sur ce type de communication en disant la question, ça montre qu'on n'a pas encore compris l'importance de ce que sont les achats, et c'est là-dessus qu'il faut batailler. Question de Valentin. Quelle solution pour les acheteurs pour réussir à obtenir une décomposition tarifaire lorsque nous faisons face à un refus de partage de ce type d'information par un prestataire? Toute situation voilà, n'est que purement fortuite, j'imagine, Valentin. Là, du coup, on est dans ce que j'appelle, moi, des actions de négociation. Alors, en fin de compte, c'est quoi les actions de négociation? C'est que vous allez faire une demande à quelqu'un, et que ce soit ça, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une demande. Ce matin, j'ai un client qui m'a appelé en me disant, j'aimerais que les prix d'Octavio baissent. Voilà. Vous voyez, ça a commencé comme ça la discussion. C'était un bon début de journée. Je dis, chouette, on va en parler. Du coup, voilà. Donc la question que vous avez à vous poser, Valentin, par rapport à ce besoin, parce que souvent ce que je vois, c'est que les acheteurs, quand ils demandent quelque chose, une fois encore, que ce soit la décomposition ou autre chose, ça peut être plein d'autres choses, ils ont tendance à justifier cette demande par rapport à leurs besoins propres. C'est-à-dire que vous allez expliquer aux fournisseurs que vous voulez savoir comment est composé le prix, parce que quand vous allez négocier, vous voulez pas abîmer sa marge, vous avez besoin de simuler l'évolution du prix dans les 5 prochaines années, peu importe tout ce que vous allez vouloir raconter. Mais en vérité, c'est tout ce qui vous intéresse vous. Alors c'est bien de l'expliquer,
Bon, mais moi, quand l'acheteur me dit j'aimerais que le prix de Octavio baisse, j'ai pas besoin qu'il passe du temps à me dire que parce que blablabla, les comparaisons aux autres, le machin, le prix, le budget de la DSI. Bon, ok, je peux l'entendre. En vérité, la seule question qu'il faut toujours vous poser en négociation, c'est de réfléchir et de se mettre souvent, vous savez ce qu'on dit, c'est à la place de l'autre. Voilà, et de vous dire, en fin de compte, qu'est-ce qui ferait que l'autre pourrait accepter ma demande. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui ferait qu'en effet l'autre pourrait accepter la demande? Et du coup, en clair, quel intérêt il aurait à accepter ma demande? Voilà. Qu'est-ce qui ferait qu'un fournisseur irait vous fournir des informations qui sont importantes et intéressantes pour vous? C'est là-dessus qu'il faut travailler. Hein. Alors, c'est pas toujours évident. Vous voyez que ce matin, je disais à mon client un petit peu en souriant, je dis mais du coup bon, vous êtes sympa et en plus c'est vrai, c'est un client sympa qu'on aime bien. Mais je lui dis mais qu'est-ce qui ferait que moi je baisse mon prix? Du coup en vérité j'ai un contrat qui m'oblige pas à le baisser, voilà. Donc du coup si je voulais être rapide je vous dirais oui je le baisse et voilà. Mais moi si je baisse le prix ça veut dire plein d'autres choses pour moi. Un prix qui baisse, voilà. Donc du coup par contre je dis maintenant si on réfléchit tous les deux, comment vous pourriez m'aider par rapport à votre demande, à ce que moi je baisse mon prix, hein, quels pourraient être les leviers. Voilà, alors il y en a plein auxquels moi j'ai des idées. Je lui dis, est-ce que vous êtes capable de vous engager avec moi sur une durée plus longue? Parce que vous savez qu'un fournisseur, quand il fait du business avec vous pour 1 an pour un sujet, ça n'a pas la même valeur pour lui que quand ce business, il le fait pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans. Hein, vous savez que le fournisseur, contrairement à vous, il n'a pas toujours la visibilité. Donc si vous lui donner de la visibilité, ça a de la valeur. Et du coup, si ça a de la valeur, et du coup là, on peut parler d'une optimisation du prix, par exemple. Deuxième piste, c'est de se dire, voilà, moi si vous me communiquez ces informations, moi je suis prêt à peut-être communiquer avec vous. Vous savez aujourd'hui, et bon en plus vous êtes, si vous me suivez, vous savez que je suis pas feignant sur le sujet de la communication. Pour un fournisseur, d'avoir un client qui partage avec lui le fait qu'ils travaillent ensemble. Je parle pas du public reportage où vous allez dire que vous adorez votre fournisseur, mais ne serait-ce que de dire que ce fournisseur, vous travaillez avec, qu'il est sérieux, vous voyez, vous faites une petite action de communication, etc. Ça a énormément de valeur. Et avec ça, vous en donnez assez à votre fournisseur pour qu'il ait envie d'accéder à votre demande, hein, parce que peut-être que la décomposition, celui avec qui vous l'avez exprimé, c'est pas lui qui pourrait vous la donner, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est ailleurs dans l'organisation, et lui il va devoir aller convaincre cette personne. Donc moi je pense que de manière un peu générale, après il y a des cas particuliers, on n'y arrive pas toujours, je pense qu'il est toujours intéressant quand on demande quelque chose à quelqu'un, c'est vrai en interne et c'est vrai en externe, intéressez-vous toujours à vous mettre à sa place et à vous dire qu'est-ce qu'il ferait qu'il pourrait accepter. Voilà, quel est son intérêt? Pourquoi il dirait oui, en fin de compte? Qu'est-ce qu'il a à gagner? Vous savez, vous me parlez tout le temps du gagnant-gagnant, du win-win. Des fois, quand j'entends les acheteurs et quand ils me parlent, je dis c'est pas très gagnant-gagnant, c'est gagnant pour toi, mais moi, je gagne pas grand-chose, quoi. Donc du coup, voilà, ça peut être une manière aussi de raisonner. Alors, tac, je suis en train juste de vérifier. Donc ça, du coup, c'était la question de Valentin, la question d'Amandine, nouvelle question d'Amandine, et puis après, je vais reprendre la question de... c'est 2 questions d'Amandine, c'est un webinaire Amandine aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la culture achat s'enseigne au CODIR, même s'il ne s'oppose encore particulièrement demandeur? Si oui. Alors ça, oui, Amandine, c'est sûr que oui. Non seulement, je pense pas, mais je pense que vous devez le faire. Je pense que vous devez le faire. Et je vais vous donner pourquoi je vous dis ça. Premièrement, votre CODIR, il y a, allez, on va dire un CODIR normal, pour pas trop... qu'est-ce que ça veut dire normal? On va dire, généralement, au niveau du CODIR, il y a très peu de chances, franchement, il y a très peu de chances que, si je prends la direction générale, ils connaissent bien les achats. Et la raison, elle est toute simple, c'est qu'il y a très peu de directeurs généraux qui viennent de la filière achat. Et en souriant, c'est une de mes blagues préférées, pardon, je la répète depuis tellement d'années, vous qui m'écoutez, c'est la mauvaise nouvelle du jour, il y a peu de chances que vous deveniez des directeurs généraux ou directrices générales. Pourquoi? Parce que c'est assez rare. Alors, c'est pas systématique, on a des contre-exemples, ça arrive quand même. Bon, mais n'empêche qu'un DG, il vient d'où? Il vient de la finance, il vient des ventes,
il vient des fois des opérations, il vient des grandes écoles d'État. Bon, mais voilà, mais si vous allez voir les grandes écoles qui forment la direction d'un hôpital, etc., et qu'est-ce qu'il y a sur le métier achat? Souvent, que dalle, ou pas grand-chose. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils arrivent là, ils sont dirigeants, et du coup, qu'est-ce que c'est que les achats pour eux? Donc dans le meilleur des cas, ils ont pas d'avis sur la question. Ça, c'est ce que je préfère, parce que du coup, on va les éduquer, leur apprendre l'histoire. Voire pire, ben, ils ont des avis qui peuvent venir presque j'allais dire, vous savez, de l'environnement populaire. Posez la question samedi soir, dites samedi soir à votre ami que vous êtes acheteur et demandez-lui du coup c'est quoi pourquoi un acheteur. Vous allez voir. Déjà, il va vous dire, je savais pas que ça existait comme métier. Hein, alors, c'est moins vrai maintenant, c'était vrai il y a 15 ou 20 ans. Et deuxièmement, il va vous dire, bah, du coup, c'est quoi ton métier? C'est de faire baisser les prix des fournisseurs. Voilà, c'est ça la vision qu'on a de l'acheteur. Donc, si votre DG, il est dans cette croyance populaire, bah, du coup, il y a du boulot hein, pour aller lui parler d'innovation, d'achat responsable, etc. Donc, du coup, oui, Amandine, c'est sûr, vous avez un job dans votre plan de communication, vous avez un job sur la direction générale. Et j'étendrai un peu même les dirigeants de l'organisation. Il faut installer la culture. Et là, du coup, ben, c'est carte blanche après. Soit vous avez des séances où vous les mobilisez. Moi, je prends souvent cet exemple que j'ai vécu chez Biomérieux, la boîte dans laquelle j'ai travaillé il y a assez longtemps maintenant, où je demandais à mon directeur général une fois par mois qu'il vienne avec moi rencontrer un fournisseur stratégique pour nous, à qui il venait parler. Voilà. Donc la première fois, il me dit, mais j'ai pas envie de venir, qu'est-ce que je vais lui raconter? Et puis la deuxième fois, il s'est dit, bah c'est pas mal de rencontrer les fournisseurs, parce que du coup, ils me parlent un peu de ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je leur parle de ce qui est en train de venir Biomérieux. Et je peux vous dire qu'ensuite, tous les mois, c'est lui qui m'appelle en disant, bon alors, Fabrice, qui est-ce qu'on rencontre ce mois-ci? Voilà. Et bien sur ce thème, je lui avais installé une culture sur la gestion de la relation fournisseur, sur c'est quoi un fournisseur stratégique, pourquoi c'est important qu'on passe du temps avec eux, pourquoi c'est important que de temps en temps, on les aide hein, dans des logiques d'investissement, de partage, d'information. Voilà. Donc du coup, vous avez plein de manières. Il faut vous dire simplement, si vous dites à un moment donné, c'est un levier que je dois travailler, on réfléchit un petit peu, vous réfléchissez, comment je vais travailler, comment je communique avec eux, quelle information je leur soumets dans votre organisation, pourquoi pas organiser une convention fournisseur. C'est un bon moyen de mobiliser toute l'entreprise. On met les spots sur les fournisseurs, de fait on les met un peu sur les achats, de fait pour préparer tout ça, il y a le DG qui vient faire son petit speech, et là on commence l'histoire, hein, c'est une éducation. Donc du coup, il y a plein de manières de démarrer l'histoire et ensuite de la poursuivre. Allez, je continue. Deuxième question qu'on m'a posée une certaine Amandine. C'est bon webinaire, Amandine. Bon, du coup, je la pose vite parce que j'ai pas forcément la réponse là. Amandine me dit, mais comment les acheteurs peuvent optimiser la révision des prix sur leur contrat hein, et est-ce que, déjà, premièrement, est-ce que le calcul, il est à l'initiative de l'acheteur, du fournisseur, etc. Et si c'est à l'initiative du fournisseur, comment l'acheteur pilote ce point? Je serais tenté de dire que c'est une super question. D'ailleurs, à tel point que, et pour pas trop trahir de secret, on a décidé, nous, dans l'outil OKVO, de préparer un petit calculateur sur ce terrain-là pour que, du coup, un acheteur facilement, à partir des données d'un contrat, ils disent mettre à jour la formule de révision, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, une formule de révision de prix, ou comme, du coup, on est sur OKVO, on est nous connecté maintenant à l'open data, on est capable d'aller chercher un indice Syntec, vous allez pouvoir renseigner votre formule de révision et en cliquant sur un rafraîchir, vous allez pouvoir mettre à jour le prix du contrat. Donc ça, on va dire que les outils vont vous aider grandement. Après, s'il n'y a pas d'outils, du coup, c'est une formule de révision. Donc soit en effet, c'est vous qui déclenchez le calcul, soit généralement, à un moment donné, le vendeur va devoir vous envoyer soit l'information, soit un devis, soit même la facture, si c'est jamais, entre guillemets, automatique. Bon, vous, il faut aller le vérifier. Moi, je serais plutôt tenté de dire, il faut avoir un dispositif qui vous permet très vite de vérifier le montant qui vous est annoncé. Voilà, donc le petit calculateur, la petite formule. Voilà, je sais que des fois, des formules de révision, elles sont plus ou moins complexes. Hein. Moi, je vous parle du Syntec parce que pour nous, c'est quand même le sujet majeur, mais en vérité, il y en a plein. Il y en a plein des formules de révision. Pour ceux qui sont dans l'univers des matières premières, un certain nombre d'indicateurs, ça peut être assez compliqué. Bon, généralement, ces acheteurs, ils sont quand même un peu rompus à ces sujets-là, et ils ont les petites moulinettes qui sont prêtes sur Excel ou ailleurs. Mais voilà, donc je pense qu'il faut... bon, déjà, c'est bien, ça veut dire que quand on pose ces questions à Amandine, ça veut dire que vous avez tous les contrats. Bonne nouvelle. Vous savez ceux qui vont se réviser ou se renouveler, deuxième bonne nouvelle. Et puis troisièmement, vous avez stocké quelque part la formule de révision, avec ensuite une base
une base d'index qui peut être chez vous ou pas chez vous. Hein. Du coup, l'idée, c'est que votre système il puisse aller chercher. Vous voyez, une fois encore, je prends l'exemple du Syntec. C'est facile d'aller attaquer la base de Syntec en disant mon contrat il date de février 2017. Je fais mise à jour avec l'indice Syntec de janvier 2023 ou 24 et du coup, automatiquement, il me sort le calcul. Voilà, donc du coup, il y a pas de solution évidente que voilà. Je pense que faut encore voilà. Alors si vous qui m'écoutez avez des idées, des solutions, etc. Je prends parce que c'est un vrai sujet et aujourd'hui, voilà, nous on est en train d'avancer un petit peu pour aider de manière un peu pragmatique, hein, de dire il y a le petit, vous savez comme la petite calculette que vous avez sur Office, ben on aura la même type de calculette sur OKVO pour les mises à jour de prix soumis à des indices. Allez, je surveille l'heure, donc n'hésitez pas à continuer à réagir. Question que m'a posée Thierry. Alors Thierry, il est acheteur dans un GHT. Un GHT, c'est un groupement hospitalier de territoire. Et peut-être que Thierry nous écoute aujourd'hui ou pas, je sais pas, j'ai pas vérifié. Et donc c'est un hôpital, hein, pour faire raccourci. Un GHT, c'est un hôpital. En vérité, c'est un ensemble d'hôpitaux dans la région de Nantes. Et Thierry m'a posé la question de manière assez sympa. Et merci pour l'expression. Il dit voilà, j'entends beaucoup parler de stratégie d'achat. Du coup, ben j'en fais pas. Est-ce que c'est mal, hein, je souris parce que je me suis dit est-ce que c'est mal docteur voilà, mais surtout est-ce que je devrais en faire et puis pourquoi et comment on fait des stratégies de famille d'achat. Bon, voilà la question de Thierry. C'est intéressant parce que c'est quand même malgré tout ce terme de stratégie de famille d'achat, c'est un sujet dont j'entends, bien sûr, dont on parle beaucoup. Pourquoi? Parce que pour moi, ça fait partie des quelques fondamentaux du métier d'acheteur. Voilà, un acheteur qui rédige pas ou qui est pas en compétence ou en capacité, plus exactement, de travailler sur une stratégie d'achat, c'est un acheteur approvisionneur. Hein, c'est-à-dire que il reçoit une demande et il la traite. Voilà. Hein, ce qui fait que déjà, pour répondre à la question de Thierry, pourquoi c'est important? C'est important parce que quand vous mettez en place des stratégies d'achat, des stratégies de famille d'achat, on va y revenir, vous passez d'un état où généralement vous êtes plutôt en mode réactif, hein, on nous soumet des besoins et du coup, on essaie de passer la commande. Alors des fois, on négocie un peu, mais souvent, on est déjà un peu dans un flux qui fait qu'on n'a plus trop le temps. Et quand vous mettez en place des stratégies, vous passez dans un état qui est différent. Là, vous passez dans un mode prospectif. Hein, hop, j'ai perdu mes petites notes. Voilà, je vais les retrouver. Voilà. C'est-à-dire que vous passez d'un état où, une fois encore, on vous exprime des besoins et vous devez les traiter. Et comme vous n'avez pas le temps, souvent, vous faites des négos un peu pas terribles et vous passez commande. Alors que quand on réfléchit aux stratégies, on se pose des questions pour le futur. Hein, ça, c'est le premier point. Et donc, du coup, c'est ce qui permet, en effet, de réfléchir. Pour moi, comme je vous l'ai dit, ça fait partie d'un fondamental du métier d'acheteur. Quand on aide nos clients à recruter des acheteurs, c'est souvent là-dessus que moi, je vais les chercher. Voilà, parlez-moi de la manière dont vous faites des stratégies, comment vous les faites, c'est quoi la dernière que vous avez faite, etc. Et puis, je pense qu'avec l'arrivée de l'IA qui va nous aider à travailler différemment, il y a plein de choses, je pense, que vous allez plus faire au niveau du métier, parce que l'IA va le faire mieux que vous et plus rapidement. La stratégie, ça restera un sujet où, au moins dans un premier temps, vous avez encore un peu un jeu à jouer. Hein. Ce sera moins vrai sur d'autres sujets, mais sur la partie stratégie, je pense que l'IA, elle va vous aider. Hein. Il y a des expérimentations en cours, mais pour l'instant, la balle elle est encore côté achat. Alors, une fois qu'on se dit ça, et là aussi pour essayer de donner envie à Thierry de passer à l'acte, comment on met en place des stratégies. Premièrement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour définir une stratégie de famille d'achat, hein, donc généralement, la stratégie, elle se déploie plutôt au niveau de la famille d'achat. Hein. Alors je sais que des fois, on la fait au niveau d'un dossier d'achat, hein, voilà, mais là où c'est le plus pertinent, c'est au niveau de la famille. Donc la première chose à faire, c'est une cartographie, alors segmentation de vos achats et cartographie des dépenses. Parce que ça, c'est votre base, c'est de dire qu'est-ce que je dépense, sur quelle famille, auprès de quel fournisseur, avec quel montant, etc. Ça va vous permettre de dire, telle famille d'achat, elle est très importante, telle autre, elle est peut-être moins. Et du coup, c'est intéressant parce que bien évidemment, quand vous vous lancez dans la démarche de mettre des stratégies, vous pouvez pas le faire sur toutes les familles d'achat. Et d'ailleurs, j'encourage même à pas le faire sur toutes les familles d'achat. Il y a des familles d'achat sur lesquelles c'est pas grave si on n'a pas de stratégie.
Vous voyez, quand il faut acheter des plateaux repas, voilà, on peut réfléchir, on s'embête pas à faire des stratégies, etc. Il y a des sujets plus importants. Donc, premièrement, segmentation, cartographie de dépenses. Là, vous avez une vision des enjeux. Une fois que vous avez une vision des enjeux, ben, vous prenez votre famille d'achat. Et cette famille d'achat, qu'est-ce qui fait que c'est une famille d'achat? C'est que tous les fournisseurs qui sont connectés à cette famille, ils font partie de la même nature. C'est une dépense homogène. Exemple, frais de déplacement, c'est pas une famille d'achat, c'est un domaine d'achat. Parce qu'à l'intérieur des frais de déplacement, on va avoir les déplacements en train, peut-être les déplacements en avion, peut-être les agences de location, peut-être la location longue durée, encore que généralement c'est pas à cet endroit-là qu'on la met. Bref, donc il faut premièrement définir des familles d'achat qui soient homogènes en termes de taille. Et puis une fois que vous avez défini la famille, ben là c'est assez fastoche. Il y a 6 ou 7 étapes. Première étape, les besoins. Donc on revient à mon centre d'achat, on va voir les personnes concernées par la famille et on leur dit de quoi tu vas avoir besoin dans les 12-18 prochains mois. Voilà, déplacement, parle-moi. Voilà. Alors, souvent, quand vous avez fait une carte de dépenses, sur beaucoup de dépenses, il y a une logique un peu de récurrence. Si vous dépensez tous les ans entre 80 et 100 000 euros ou 1 million d'euros, vous n'allez pas passer à 4 millions d'euros ou à 300 000. Donc, il y a une espèce de tendance. Ça, c'est les besoins. Deuxièmement, alors ça, des fois, vous réussissez à les avoir, les besoins. Encore que quand il faut un peu se projeter, des fois, certains clients internes, c'est pas facile. Deuxième sujet sur lequel là, vous êtes moins bon. Vous êtes moins bon, c'est le marché fournisseur. C'est-à-dire que d'un côté, il faut savoir de quoi je vais avoir besoin. Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est quels sont les fournisseurs qui peuvent satisfaire mes besoins. Alors là, du coup, pourquoi vous êtes moins bon? Parce que des fois, on s'intéresse qu'aux fournisseurs avec qui on travaille. Mais en vérité, il faut aller voir quels sont les nouveaux fournisseurs, les fournisseurs potentiels, ceux qu'on a avec qui on travaille pas. Mais du coup, est-ce qu'on les a identifiés? Et là, du coup, sourcing, outils, comment on va identifier, comment on va trouver ces fournisseurs. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième sujet. Les besoins, d'un côté, ça c'est l'interne. Les fournisseurs, c'est l'externe. Une fois que vous avez ces deux éléments-là, c'est le socle, alors vous pouvez commencer à jouer un peu avec ces données. Et vous faites une analyse de ces informations. Alors on peut en faire plusieurs des analyses. Moi, on va être pragmatique, je vous en recommande 2 d'analyses. Premièrement, vous faites une analyse sur la matrice de Kraljic. Kraljic, vous savez que c'est notre dieu achat qui a un jour mis dans un format à 4 cases différentes familles d'achats pour vous aider à définir si elles sont stratégiques, si elles sont leviers, si elles sont goulets d'étranglement ou si elles sont non critiques. Et en mettant ces familles dans ces différentes cases, derrière, vous allez déclencher des pratiques. Exemple, une famille d'achat stratégique, vous allez faire un marché pluriannuel. Vous savez très bien que ce fournisseur avec qui vous allez vous engager, on va pas travailler pour 3 mois ensemble. Voilà. Une famille d'achat non critique, c'est pas grave. Si on change de fournisseur, de fourniture de bureau tous les ans, c'est pas un drame. On va en trouver. Il va pas y avoir de gros impact sur les prix. Il va y avoir 0 impact sur la qualité des produits. Bon, là, ça vaut peut-être pas le coup de s'embêter à faire un contrat de 10 ans. Vous voyez, etc., etc. Donc, on a dit les besoins. Deuxième sujet, le marché fournisseur. Troisième sujet, du coup, les analyses. Donc, Kraljic, je vous ai parlé de cette première. Il y en a une deuxième, c'est une analyse SWOT qui vous permet d'analyser un marché avec, vous savez, cette logique de faiblesse, d'opportunité, de force et de risque. Voilà, et comme ça vous permet aussi de regarder tout ça. Et puis, une fois qu'on a tout ça, tous ces éléments-là, on rédige la stratégie d'achat. Et on le fait souvent avec le centre d'achat. Donc, la stratégie d'achat, ça va être de se dire, sur cette famille, on veut un fournisseur, 2 fournisseurs, 3 fournisseurs. Sur cette famille, on veut utiliser telle technique. Sur cette famille, on veut gérer la relation de telle manière, etc., etc., etc. Donc, la stratégie, c'est tout ce que vous allez mettre en place pour travailler sur votre famille d'achat. Et si sur une famille d'achat, vous avez décidé qu'il y avait 2 fournisseurs à terme qui devaient la gérer, ça vous fait gagner du temps le jour où il y a des besoins qui arrivent, parce que tout de suite, on va aller vers ces 2 fournisseurs. Une fois que cette stratégie elle est écrite, vous avez encore 2 actions à mener. Premièrement, traduire cette stratégie en plan d'action. Typiquement, je travaille sur mes fournitures de bureau. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, j'ai 4 fournisseurs qui sont référencés. Dans ma stratégie, je me dis que j'aimerais bien qu'il n'y en ait qu'un, parce que je trouve qu'un seul fournisseur pour cette famille, ça suffit. Donc, dans mon plan d'action, je vais écrire ce qui se passe pour passer de 4 fournisseurs à 1 fournisseur. Et peut-être que là, je vais décrire que je vais faire du sourcing, une compétition, blablabla, etc. Donc, plan d'action, c'est toutes les actions que vous allez conduire dans l'année
pour pouvoir réaliser votre stratégie. Et puis enfin, le dernier levier, et il est important à pas oublier, et on revient à la question d'Amandine sur la culture achat, c'est la communication. C'est-à-dire que moi, je vous encourage, quand vous avez bâti vos stratégies, à les diffuser, parce que du coup, c'est toujours une action de communication qui est très intéressante, et puis c'est engageant. Si on dit à tout le monde qu'on va avoir un seul fournisseur de fourniture de bureau, ça va vous rendre la vie plus facile quand vous allez avoir quelqu'un qui va vouloir référencer un deuxième fournisseur. On va dire non, stop. On a dit que la stratégie, c'était un fournisseur. Ça a été validé pour l'ADG. On met en œuvre. Voilà. Les besoins, marché fournisseur, les analyses, la rédaction de la famille, le plan d'action, la communication et ensuite le suivi. Tous les mois, on fait une revue. Et là aussi, on en revient à nos outils. Si vous n'avez pas d'outils, je vous mets au défi de mettre en place tout ça avec un fichier Excel. Alors, sur un sujet, on peut le faire, mais si vous avez 3 acheteurs, 6 familles, etc., ça y est, c'est fini. On a perdu. Donc là aussi, il faudra réfléchir en termes d'outils. Voilà. Donc ça, c'était la question de Thierry. Comment on met en place des stratégies? Donc Thierry, si vous le faites pas, c'est pas grave. Personne ne le sait. Mais ça serait une bonne idée. Et une fois encore, les bénéfices pour vous, c'est qu'on va gagner du temps, on va monter en maturité, ça va vous obliger à aller discuter en interne sur les besoins, vous allez mieux connaître votre marché fournisseur et vous allez dégager de la performance, c'est absolument garanti. Oui, absolument obligatoire, Aude. Bonne question. Le prescripteur doit être en phase avec la stratégie afin que celle-ci soit déployée au mieux. Évident. Alors, des fois, on me dit, ouais, mais nous, le prescripteur, il n'est pas d'accord. Du coup, il faut bosser avec lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le mettre dans une mécanique telle qu'il n'ait plus le choix. Parce que peut-être que le prescripteur, si je prends mon exemple un peu basique, et pardon, il y en a d'autres plus sophistiqués, mais sur les fournitures de bureau, lui, il aime peut-être bien travailler avec ce fournisseur parce qu'il travaille depuis longtemps, etc. À un moment donné, il faut l'amener dans la méthode. La méthode, elle est ce qu'elle est. Elle est déshumanisée. Il n'y a pas d'affect dans la méthode. Quand on dit qu'on analyse les besoins, quand on dit qu'on analyse les fournisseurs, quand on dit qu'on fait la matrice de Krajcik et quand on met en place la stratégie, j'allais dire, si on donnait les mêmes ingrédients à plusieurs personnes, on doit arriver à la même conclusion. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire, après analyser le marché, les enjeux, le marché fournisseur, qui va vous dire, non, il faut 3 fournisseurs par entreprise. Parce que les fournisseurs, c'est pas les mêmes performances, il y a trop de risques, vous voyez. Si on faisait l'analyse sur le marché du transport, je vous dirais pas la même chose. Je vous dirais pas, vous allez prendre un fournisseur pour tous vos transports. Parce qu'on est sur un marché qui est différent. Donc, normalement, on doit arriver à la même chose. Mais pour qu'on arrive à la même chose, il faut qu'en effet, le prescripteur, vous le mettiez un peu dans la démarche avec vous et faites-le participer. La stratégie d'achat, elle est conduite par vous. Vous en êtes le propriétaire, vous en êtes le pilote, mais vous en êtes pas. Faites travailler les prescripteurs avec vous. Non, tiens, j'ai besoin un petit peu de toi. On va rechercher des fournisseurs potentiels, on va en rencontrer, on va aller sur un salon, etc. Et à un moment donné, on va dire, tiens, maintenant, on a récupéré toute cette matière sur les besoins des fournisseurs. On se met face à l'écran tous les deux. Allez, on construit la stratégie ensemble. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ce marché? Combien de fournisseurs? Vous voyez? Et du coup, vous l'associez. Si vous faites bien le job, ça va marcher du feu de Dieu. Et en plus, l'intérêt de l'avoir associé, c'est que forcément, vous le co-responsabilisez sur le respect de la stratégie. Si vous faites ça tout seul et que vous arrivez en disant, voilà, j'ai fait la stratégie, à partir de maintenant, on a un seul fournisseur, pour peu qu'en plus, il ait envie de se faire l'acheteur comme le lapin au milieu du champ, il va vous contourner le sujet. Si par contre, il a vraiment compris que c'était important pour lui, etc., et qu'il y a un intérêt, c'est gagné. Il va vous suivre sur le fait qu'il y ait une stratégie partagée. Et toute votre subtilité, c'est même de le mettre en avant. C'est presque lui qui va l'apporter, la stratégie. Et ça nous va bien. Nous, ce qu'on veut à la fin de l'histoire, c'est qu'on ait qu'un seul fournisseur sur cette famille d'achats pour dégager plus d'économies, gagner du temps et s'éviter à passer plein de temps avec plein de fournisseurs qui nous perturbent et qui nous font perdre du temps tous les jours. Est-ce que la répartition des dossiers d'achat entre les acheteurs par famille rendra l'organisation achat plus efficiente? Oui, moi je pense en clair de dire que tel acheteur, il a en charge telle famille, ou tel type de dossier, c'est plus efficient. Parce que premièrement, si on fait ça en interne, ça veut dire qu'on va aussi communiquer avec nos centres d'achat. Et si vous dites que vous avez un acheteur qui s'occupe des dossiers techniques, cet acheteur, il va mettre en place une communication avec les services techniques. Les services techniques qui vont avoir des besoins, ils vont prioritairement venir vers cet acheteur. Voilà. Moi, je connais les organisations, il y a des espèces de guichets. On fait arriver le dossier, puis après, on répartit. Voilà. Et je trouve que, je vois pas bien la valeur ajoutée. Alors, je sais bien qu'on me raconte tout le temps, ça distribue, la gestion de la charge, le machin. Moi, je préfère qu'il y ait quand même des responsables, voilà. Et après, éventuellement, si un jour, dans l'équipe,
il y a quelqu'un qui a vraiment trop de dossiers parce que c'est un moment, bah là on organise la solidarité, c'est pas un sujet. Mais par contre de dire que par défaut tous les dossiers, non, moi je trouve qu'un utilisateur en interne dit ouais moi je veux Amandine, je viens de voir parce que j'ai un super dossier pour toi, voilà. Et puis si c'est un jour où j'ai trop de boulot, on en discute. Mais si à chaque fois que j'ai un dossier, je sais pas qui est-ce qui va le traiter, c'est pas facile de faire tout le reste, hein, notamment la communication. Donc oui, je pense qu'il faut identifier. C'est la même chose pour les fournisseurs. Hein. Moi je vous encourage à ce que vos fournisseurs stratégiques ils soient tous pilotés par un acheteur. Hein. Un acheteur, il a en charge 5 à 10 fournisseurs, très important, et ces fournisseurs, ben, il doit s'en occuper. Hein. Et les fournisseurs, bien sûr, tout le monde peut contacter les fournisseurs, mais il y a quand même un leader. D'ailleurs, regardez ce qui se passe avec les fournisseurs, ils ont toujours un responsable commercial. Vous pouvez avoir plusieurs interlocuteurs, mais vous savez quand même chez le fournisseur quel est le patron de la relation. Il faut faire la même chose en achat. 12h03, on arrive à la fin, on a plein de choses à se dire encore. Alors, moi j'ai une annonce à vous faire importante et un petit peu en avant-première du coup, avant qu'on se quitte et puis après ben on va partir déjeuner. L'annonce c'est que du coup avec ces sujets et ces questions qu'on amène régulièrement, ça m'a donné envie de me lancer dans un petit challenge ou un gros challenge, je sais pas. Et on a décidé de se lancer sur quelques sujets, quelques questions, quelques thèmes dans des logiques de formation en ligne qu'on va mettre à disposition des acheteurs et des équipes achats. Voilà. Et donc du coup, l'idée c'est que en fonction des sujets qui nous sont proposés, eh bien du coup on travaille. Et si on s'aperçoit qu'il y a des sujets qui peuvent intéresser plusieurs personnes, alors on va travailler à développer une formation que vous pourrez acheter en ligne, qui sera disponible. Et ben là, je viens de terminer l'exercice justement. Et quand j'ai vu le message de Thierry, je me dis waouh, j'aurais pas pu faire à plus coordonné sur comment créer une stratégie de famille d'achat. Voilà, j'ai trop souvent de questions sur le sujet. Je vois trop d'organisations dans lesquelles c'est pas en place parce que ce terme de stratégie il perturbe un peu les esprits. Là, j'ai décidé de passer à l'acte et donc du coup, j'ai créé une formation pratique, pragmatique, illustrée, pas à pas, j'allais dire, comme la notice des meubles Ikea sur comment créer en 5 étapes une stratégie de famille d'achat. Cette formation, je vais la lancer mardi prochain. Hein, donc dans quelques jours, je vais annoncer à travers ma newsletter et sur les réseaux qu'on lance cette formation. Elle est d'ores et déjà disponible sur le site Apprendre les achats dans l'onglet formation et pendant quelques jours, on va la commercialiser avec un niveau de prix réduit, comme on dit, hein, pour lancer la machine. Donc, si jamais c'est des sujets ou des thèmes qui vous intéressent, je vous encourage à aller sur le site Apprendre les achats et à regarder cette formation. Voilà, elle peut rendre des services quand vous en avez besoin. C'est une formation en ligne. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Et au-delà de cette formation, si vous avez des questions, des besoins, des sujets, on est déjà en train de travailler sur les prochaines formations. N'hésitez pas à me le dire parce que ça nous fait réfléchir, ça nous fait travailler. Donc, soit c'est des sujets assez simples et rapides. Ben là, du coup, on fera ce qu'on a toujours fait chez Crop & Co, des webinaires et du partage de ressources, parce que c'est aussi ce qu'on aime bien faire. Si ça nécessite un peu plus de travail et de préparation, bah, ça donnera lieu à une formation. Voilà, donc ça, apprendre les achats, formation, comment créer une stratégie d'achat, c'est parti, c'est en ligne et mardi, on annonce le sujet et top, un grand merci à Aude, Amandine et Delphine qui m'encouragent. Yes, merci de vos réactions. Dernier point avant qu'on se quitte, on a plein d'événements là qui sont en cours sur le site. Pour vous les citer rapidement, alors ça c'est pour nos clients au KVO, on va les retrouver mardi prochain à Paris. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est encore le temps de le faire, même si on se rapproche. Le 12 avril, jeudi 12 avril, je ferai un webinaire sur la performance relationnelle, les actions de communication. Et je vais faire ça avec Eric Lipper. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui est très fort sur ces sujets et qui va nous donner quelques clés de gestion de la relation. Hein. Donc, vous allez voir, c'est une approche qui est assez intéressante. J'espère qu'on pourra la rendre très pratique à travers le webinaire. Et en tous les cas, vous êtes déjà presque une quarantaine à être inscrits. C'est le jeudi 12 avril, toujours pareil, 11h midi. Le vendredi 19 avril, là, on sera en présentiel, en vrai. On pourra se voir, se serrer la main et boire un café ensemble. On sera à Paris. Hein, c'est pour nos matinales. Vous savez que le vendredi matin, 4 ou 5 fois dans l'année, on va se rendre sur place.
Là, on sera à Paris avec un programme avec d'autres partenaires. Voilà, et on aura notamment Pascal Constantin, le patron d'achat de Invicta, société qui fabrique des poêles, qui viendra nous parler de comment il a mis en place son organisation. C'est un super témoignage. On fera le même type d'événement à Bordeaux. C'est plus loin, c'est le 17 mai. Et puis, et là, je suis un petit peu impatient de vous l'annoncer, mais du coup, ça y est, la date est fixée et on lance aussi la communication dans les prochains jours. Le jeudi 12 septembre, ça sera à Lyon. Là, on fait la méga fiesta. Ça va s'appeler la fête des achats, avec un programme que j'ai jamais vu sur scène, hein, modestement. On va dire que c'est la première fois que je vois toutes ces personnes qui ont accepté de venir nous rejoindre pour vous partager ce qu'elles ont fait. Il y a un super programme, je le dévoile pas, mais là aussi, si vous êtes un peu curieux, sur le site de Crop & Co, événement la fête des achats, vous avez la page de lancement avec les inscriptions. Là, pour le coup, on vous attend nombreux. Ça va être la belle fête sur toute la journée du jeudi 12 septembre et ça sera à Lyon. Ouf, j'ai beaucoup parlé. Pardon, j'ai essayé de répondre à vos questions. J'espère que vous pourrez picorer dans tout ce qu'on s'est dit, quelques idées que vous pourrez mettre en œuvre. N'hésitez pas, en tous les cas, à continuer à réagir, à me dire ce qui pourrait vous être utile. Merci de nous suivre, ça nous fait plaisir. On aime bien ça, vous le savez. On est en train de vous préparer pas mal de matière, de contenu, et puis aussi de vous mettre un peu à l'honneur, parce que tous, autant que vous êtes, vous faites plein de chouettes choses aussi dans vos activités. Donc merci à tous, merci pour ces échanges. Et puis, comme on le dit, vous pouvez reprendre une activité normale